Mon intervention est le développement d'un papier que j'ai présenté au séminaire d'Hélène Cuvigny. Et je remercie M. Brun, malgré le fait qu'elle soit clairement plutôt périphérique au sujet, d'avoir bien voulu l'accueillir dans cette manifestation. Le point de départ de ce que j'ai à vous dire, c'est un document d'Oxyrhynchus qui est connu sous la référence Péoxy 16 1905. Il est datable d'après des données monétaires de l'an 356-57 ou 371-72. Cette datation a été établie par notre éminent collègue Roger Bagnal, mais depuis, je sais que d'autres collègues y sont revenus et tendent à préférer la datation basse, c'est-à-dire 371-72. Il s'agit d'assignation de taxes, je donne que le texte français, ici la traduction, sur des regroupements d'arrours, c'est-à-dire d'unités de superficie d'environ 1/5 d'hectare. Je viens de vous montrer l'image en ligne. J'ai rédigé cette traduction, mais je dois prévenir le public qui pourrait connaître ce texte ou avoir à l'utiliser qu'il diffère de l'édition Princeps dans la mesure où j'y ai incorporé des corrections dues à moi-même ou à d'autres spécialistes. Je les justifie dans une version longue de cette communication, mais que je n'ai pas à vous présenter ici. Et je suis prêt à justifier, bien sûr, mes lectures ou à répondre à des demandes d'éclaircissement. Avant d'entrer dans certains détails, j'attire votre attention sur la ligne 15 qui montre après tout que mon propos n'est pas si périphérique puisqu'il s'agit d'une taxe pour les ânes de Maximianopolis, c'est-à-dire de Kéna, soit en vue de transport autour du camp tétrarchique de Kéna, soit, comme le fait remarquer Hélène, plutôt des opérations de transport en direction des carrières du Porphyrite. Mais je crois que certains d'entre vous connaissent déjà ce texte. Ma principale remarque concerne la ligne 12 que j'ai marquée en gras. Elle a été lue par les éditeurs en grec nolu klementos, c'est-à-dire frais, taxe de frais de Clemens, soit une petite taxe de 7500 deniers par arrour destinée à payer le coût du frais ou encore le frais lui-même, car ce sont l'essence du mot grec nolon, d'un certain Clemens, un mot latin, un nom latin. La lecture nolu, je le dis tout de suite, est certaine, vu la longueur de la lacune, qu'on peut l'estimer avec beaucoup de précision, et vu le parallèle avec la taxe qui est mentionnée à la ligne 9, le frais des bateaux de mer, où nous retrouvons le même mot de nolon, qui veut dire aussi le frais, en association avec des bateaux dits talatia. Or, cette taxe, le nolon des talatia, est bien attestée au IVe siècle. Toutefois, la lecture Clémentos est erronée. Je reproduis la ligne 12 en question, et vous verrez que ce qui a été lu Clementos, se lit tout à fait différemment. Vous voyez qu'au lieu d'un état, ici, on lit facilement un upsilon, le deuxième élément, l'élément inférieur d'un sigma, sa partie supérieure, ligaturée avec un mu. Donc, la vraie lecture n'est pas nolu Clementos, comme dans le document, mais nolu Clusmatos. Et c'est ici le frais de clisma. Et c'est ici le point de départ de ce que j'ai à vous dire. Il s'agit donc d'une taxe occasionnelle ou permanente pour le frais de clisma. Voici donc une attestation de clisma, Suez si vous voulez, en plein IVe siècle. S'il n'y avait pas l'association avec le mot grec nolon,
ce ne serait pas si remarquable, car le IVe siècle est bien attesté dans l'archéologie de Clisma. Un abondant billon du IVe siècle a été découvert par le fouilleur français du site, Bernard Bruyère, et selon Bruyère, un trésor d'environ 80 pièces d'or, il voulait dire sans doute des solidi, a été découvert à Clisma avant 1914. Et il n'a jamais pu être publié puisqu'il a disparu. Mais Bruyère a pu examiner deux des monnaies qui sont des solidi, des pièces d'or, si vous voulez, de l'empereur Valens et de son frère Valentinien, dont les règnes coïncident avec une des deux dates possibles pour le papyrus en question. D'autre part, M. Brun est enclin à attribuer au IVe siècle les termes du sud-ouest de Clisma. C'est, je suppose, toujours votre avis. Bon. D'autre part, un ostragone grec trouvé par Bruyère à Clisma, et dont je donne la référence en haut, pas très engageante pour les non-papyrologues, a été daté du IIIe siècle par son éditeur. Jacques, qu'est-ce que c'est que cette frite? Oui. Oui. Ah bon? C'est ça qui le fait vibrer? Il faudra me le rajouter sur mon temps de parole. Ce temps perdu. Ah bon? Bon. Où en étais-je? Oui, alors le sigle en question, Mokozan-nous, le texte a été attribué au IIIe siècle par son éditeur Jacques Schwartz. Enfin, attribué. Il faudrait que je voie l'édition Princeps, qui est dans une revue qui n'est pas facile à trouver, le bulletin d'histoire de l'isthme de Suez. Et à moins qu'il ne soit au collège, ça m'étonnerait que Jacques Schwartz ait pu attribuer tous ces lots d'Ostraka au IIIe siècle. Je crois que c'est plutôt une erreur de la Duke Databank des textes grecs. Mais moi, je pense que ce texte date du IVe siècle. Donc, il ajoute la documentation du IVe siècle de Clisma. Et notamment parce que la formule finale de salutation fait une allusion à la maisonnée non indemne du mauvais œil ou de la Bascania. Permettez-moi de ne pas reproduire le texte grec, mais si je vous dis que cette formule ne se trouve que dans des textes datés du IVe siècle, et plus précisément du règne de Constance II, j'espère que vous voudrez bien me croire. Mais ce qui est surtout remarquable ici, avec la correction que je vous présente, c'est qu'on voit que des cargaisons publiques étaient envoyées par voie d'eau à Clisma au IVe siècle et aux frais des contribuables. Il est difficile ici de ne pas songer au canal de Trajan, qui reliait par une écluse ouverte au moment de la crue la forteresse de Babylone d'Égypte à Clisma. Ces dernières attestations proprement romaines s'arrêtent en 221, mais il réapparaît à la fin du IIIe siècle dans les documents, et on saisit notamment sous Dioclétien des opérations de très grande ampleur, en 297, de remise en état du canal. Les travaux sont attestés pour le début du IVe siècle, encore en 332. Il y a toutefois un creux documentaire, et les attestations les plus datées d'entretien de ce fameux canal sont de 423-24 ou même 421-22. Et on n'a pas marqué de relevé, et c'est le cas du papyrologue Jean-Jacques Aubert, qui est spécialiste du canal, qu'il n'y a pas d'attestation documentaire du canal entre 332 et 421-22. Et ce vide n'est que très mal meublé vers 383 par un passage de la voyageuse Éthérie, ou Égérie, comme on dit à juste titre maintenant, qui dit simplement qu'elle a vu un bras du Nil à Héropolis. Donc Aubert, spécialiste donc du canal, et Meyerson estime même que la voie d'eau n'était plus opérationnelle, sinon envasée. Mais si mon interprétation de ce document est correcte,
vous voyez que cette voie d'eau était ouverte au transport au milieu du IVe siècle. Cela ne va donc pas dans le sens des recherches contemporaines. Les spécialistes du canal ne récusent pas qu'il ait pu jouer un certain rôle dans les transports, mais selon Jean-Jacques Aubert, par exemple, qui a réitéré cette vue à 3 reprises, et tout dernièrement en 2015, Jean-Jacques Aubert estime que son rôle dans les transports était intermittent et secondaire, l'entreprise du canal elle-même étant jugée, selon ses mots, coûteuse, anti-économique, sinon utopique et mégalomaniaque. Il en a rajouté à chaque article, ça devient de plus... Oui. Selon Aubert, il aurait surtout servi à l'irrigation. C'est l'hypothèse aussi envisagée par Philippe Meyerson, un autre spécialiste de ces questions, qui évoque aussi l'adduction d'eau douce à Clysma. Je concède que notre texte a trait à des transports publics, sans doute stratégiques, et pour lesquels il n'y avait pas lieu de regarder à la dépense, et non pas des activités commerciales privées. Mais ce texte devra malgré tout être pris en compte à l'avenir, selon ma lecture, dans les discussions sur la vocation de la voie d'eau. Je passe maintenant à un autre document qui est bien connu des spécialistes de cette époque. Il y a ici lieu de rappeler que Clysma au Bas-Empire est à plusieurs reprises attesté au trafic vers l'Inde. Donc c'est ici le lieu d'aborder le document en question. Il est relié au précédent par la date, il est très précisément daté de 359, et par le lieu. Il vient comme le précédent de la ville d'Oxyrhynchus. L'objet est analogue, puisqu'il s'agit d'un barème fiscal d'assignation, mais pas sur les surfaces, mais... Je n'ai pas avalé le micro, là. Non. Mais sur les têtes... Ouh, je vais lui faire peur. Sur les têtes de paysans, et non plus donc selon les surfaces. Mais cette double assiette fiscale, c'est ma marotte, c'est mon dada, je sais que personne n'y croit. Voilà. J'ai une opposition même du micro. C'est qu'il y avait une double assiette fiscale en Égypte au Bas-Empire, à l'époque tardo-antique, une assiette sur les surfaces et une assiette sur les têtes de certaines catégories de personnes. Donc, ce document se divise en deux parties. Jusqu'à la ligne 13, il s'agit d'un tarif qui est, selon diverses taxes qui sont très obscures, et à partir de la ligne suivante, c'est une quittance qu'on donne à une certaine Philadelphie, une bourgeoise d'Oxyrhynchus, sur la base de ce tarif pour 1/6 de tête d'un de ses colons. Hein. On pouvait fractionner les têtes, ce n'est pas gravissime, c'est un peu abstrait. Si je vous l'ai montré, c'est parce que vous avez vu qu'à plusieurs reprises, à 2 reprises, on y parle d'une taxe des navigateurs de l'Inde, ligne 8 et la ligne 18. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Donc, le texte qui vous est soumis contient aussi des corrections, d'autres personnes, d'autres collègues, et certaines de moi. Donc voyons un peu cette affaire de l'Inde. Tout à fait innocent. Bon. Alors je ne sais pas comment il faut ici entendre l'Inde. Jusqu'à une date récente, on disait qu'il fallait comprendre l'Inde à l'époque tardo-antique comme le sud de la mer Rouge des deux côtés et l'entrée ouest de l'océan Indien. Le royaume d'Aksum, via notamment le port d'Adulis, aurait servi de médiateur entre les échanges entre Byzance et puis la vraie Inde, l'Inde continentale, qui n'avait plus de relation directe avec Byzance.
Pour avoir parcouru des recherches récentes, il me semble que les vues sont en train d'évoluer. Et c'est ce que pensait déjà l'éditeur du papyrus qui note des signes de développement des relations entre Byzance et l'Inde continentale à l'époque où il a été rédigé. Mais je ne prends pas position là-dessus. Donc je rapproche simplement ce passage sur les navigateurs de l'Inde, les nautes, comme on dit en grec, de notre texte, parce que Clisma est donc fréquemment associé, enfin, à plusieurs reprises associé à l'Inde à l'époque tardive. Alors, qui sont ces navigateurs? Le plus simple serait d'y voir des matelots ou du personnel technique d'une flotte publique ayant à voir avec l'Inde et dont les contribuables payaient l'entretien. Peut-être même s'agit-il du rachat, puisque ce sont des colons au fond qui payent la taxe via leurs propriétaires, le rachat d'un service personnel sur cette flotte. Le document, comme le précédent peut-être, se place sous le règne de Constance II, 337-361. Or, cet empereur s'est intéressé à l'Inde au sens restreint, comme en témoignent divers faits. Une ambassade chez les Himyarites, dirigée par un certain Théophile, une mission qui se serait d'ailleurs prolongée jusqu'à Aksum et Aden, une lettre au roi éthiopien, Ezana et Sazana, et une de ces lois, datée de 356, c'est pas loin de notre texte, évoque l'envoi d'agents dans ces contrées, chez les Himyarites et chez les Aksumites, via Alexandrie, et qui sait, peut-être aussi via Clisma. Comme ces personnes sont rémunérées en anon, il doit s'agir d'agents impériaux, de légats, d'ambassadeurs ou d'agents en mission quelconque, et pas de commerçants comme je l'ai vu parfois dans la littérature secondaire. Et on rapprochera à ce titre un passage du moine médiéval Pierre le Diacre, qui relève qui est emprunté à une source beaucoup plus ancienne, qui mentionne une ambassade annuelle en Inde du logotète de Clisma sur ordre de l'empereur. En somme, l'idée d'une flotte impériale de l'Inde s'accorderait bien avec le reste des actions de Constance II en mer Rouge. Alors, un peu à mot couvert, une autre hypothèse a été avancée par l'éditeur du document. Il fait un cas du pluriel navigateur, notaille, où il voit, ce qui est conforme à l'usage des papyrus, une collectivité. Et de fait, le collectif noté, en latin, peut désigner des guildes, des associations de négociants. Donc les notes de notre papyrus ne seraient pas des marins au sens technique, mais l'appellation collective d'une association de navigateurs investis dans la navigation et le commerce en direction de l'Inde, peu importe quelle Inde. En raison des services qu'ils rendaient à l'État, un État soucieux de se réinvestir en mer Rouge, ils auraient pu recevoir des soutiens publics. Hypothèse un peu tordue, mais je dois dire qu'elle a un fond. Je crois qu'elle a un fond de vérité parce qu'une association analogue est bien attestée à l'époque en Égypte par la chronique copte dite Storia della Chiesa di Alessandria, qui nous apprend qu'à la fin du IVe siècle, un groupe de grands emporoi, Noj Emporoi, spécialisés dans le commerce lointain, notamment avec l'Inde, aurait richement doté le mausolée de Jean-Baptiste en cours d'édification à Alexandrie. Je serais d'ailleurs tenté d'identifier cette association à ces indicopleustai d'époque plus tardive, dont un est connu par un graphite d'Abou Shahar, qui a maintenant une sorte de célébrité. Autre source sur Clisma. Parmi les sources potentiellement utiles à l'histoire du Clisma byzantin, il y a bien sûr ce qui a été trouvé par Bruyère. Je viens de vous montrer que les éditions sont à revoir. Et voici un autre cas. C'est Ostracon attribué au IIIe, mais ça n'est pas possible. Il mentionne des noms chrétiens, Pétros, Johannes. Donc le 5e ou le 6e sont envisageables. Or, l'éditeur a omis tout le bas du document et toute sa partie droite, où on trouve des déterminations de personnes. Or, je crois pouvoir lire
à la ligne 2, à la fin, la forme molib, qui est abrégée, mais qui est une forme à développer en Molibourgos ou en Molibdourgos, c'est-à-dire en plombier. Jean Johannes le plombier. Bruyère a observé des tuyauteries de plomb sur le site de Clisma, et notamment aux thermes. Or, cette profession a un rapport fréquent chez nous avec les thermes. Voilà, ce petit document apporte un complément à l'histoire mal connue de l'artisanat de Clisma. Je passe maintenant, grâce à l'amabilité de Denis Fessel, ici présent, à une inscription bien connue. Vous me laissez combien, monsieur? Bon. 5 minutes. 5 minutes. L'édit d'Arabie sur l'organisation militaire de l'Orient, promulgué par l'empereur Anastase. Denis Fessel, qui en achève en ce moment une réédition, a bien voulu me communiquer le début du texte qui, selon nombre d'historiens, par exemple Philippe Mayerson, attesterait à Clisma un commerciaire, soit le responsable d'une place de commerce frontalière. Denis Fessel me fait remarquer, et ça se répercute dans la traduction que je donne, que cette inscription ne mentionne pas de commerciaire à Clisma, mais elle dit simplement que le duc, c'est-à-dire le gouverneur militaire de Palestine, sera rémunéré sur Clisma, sans qu'on sache sur quel type de revenus. Donc il faut rayer de nos répertoires de sources les commerciaires et le commercium, ou le commercius, comme dit Mayerson, de Clisma. La majeure partie des sources concernant Clisma sont d'époque arabe. Grâce à l'amabilité d'André Bingelin, notre collègue spécialiste d'anecdotique et d'édition à l'IRHT, section grecque, j'ai pu avoir connaissance d'une source peu connue dans une édition irréprochable qui apporte quelque chose de neuf sur la vie quotidienne à Clisma. Il s'agit du recueil édifiant appelé « Récit utile à l'âme » du moine et théologien Anastase le Sinaïte, rédigé à la fin du 7e siècle. Il contient des anecdotes sur Clisma. Elles enregistrent les frustrations et les espoirs d'une population subjuguée et tracassée par les conquérants. Une de ces anecdotes fait ainsi état d'un accident au Néolcon de Clisma. Je me suis interrogé sur ce que voulait dire ce mot, qui signifie « lieu où on tire les bateaux », et il y a quelques expressions parallèles, des verbes apparentés qui pourraient suggérer cela. Mais on peut aussi concevoir, par analogie avec le fameux diolkos de l'isthme de Corinthe, un dispositif de transbordement jusqu'au canal de Trajan. Je crois que M. Brun a envisagé l'idée d'une écluse. Je ne suis pas le seul. Une écluse, bon, c'est une des fonctions possibles de cet équipement. En tout cas, cette anecdote, l'anecdote d'où j'ai tiré ce mot, nous apprend quelque chose sur les équipements portuaires de Clisma. Deuxième point est plutôt une question d'institution. Il y avait à Clisma un chef des ducatores, un mot donc d'origine latine, surtout attesté au sens d'éclaireur dans des contextes militaires. Il y aurait donc eu à Clisma une corporation d'éclaireurs ou de guides présidée par un protos. Une telle institution paraît nécessaire dans un environnement comme celui de Clisma, et Égérie dit elle-même avoir eu recours à des guides militaires dans ses voyages aux environs de Clisma. Mais une autre exception est possible au vu de ce passage du juriste Ulpien. Ulpien, vous voyez, discute dans ce passage en latin. J'aurais dû ajouter la traduction, mais elle n'est pas trop difficile. Les responsabilités civiles si deux navires entrent en collision, si navis alteram navem contra se veillentem obruisset, il discute les responsabilités civiles et dit qu'elle pourra tomber, cette responsabilité, contre le gouvernator ou le ducator. Vous voyez que Ulpien met sur le même plan, dans un contexte maritime, pilote, gouvernator commandant et ducator, sans les confondre pourtant.
Je suppose qu'il faut y voir un pilote qui guidait le navire dans ses mouvements. Comme les accès maritimes de Clisma étaient difficiles, et je crois qu'on en a parlé dans une des communications, on concevrait que les navigateurs aient eu besoin de pilotes ou de remorqueurs expérimentés pour se rendre au port ou en sortir. Comme cette communication n'est qu'une note d'information, je ne présente pas de conclusion. Vous avez vu qu'on peut quand même gagner quand on révise les éditions de texte, et moi je vous remercie de m'avoir tant appris au cours des communications précédentes.